la matière n'existe pas. Enfin, pas vraiment. C'est un point de vue habituel que d'être connecté à la solidité de la matière. Et si nous observons notre propre corps et que nous zoomons, nous allons nous apercevoir qu'il y a différents systèmes dans ce corps. Le système immunitaire, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, digestif, etc. Si à nouveau je regarde plus précisément, je vais trouver qu'il y a des organes dans ce corps. Les reins, le foie, la rate, les poumons, etc. Et si je regarde encore plus précisément, je vais trouver qu'il y a des tissus qui sont des ensembles de cellules. Et en allant encore plus profondément dans la matière, je vais trouver la cellule. La cellule elle-même est faite de molécules. Les molécules sont faites d'atomes. Vous voyez, il y a une sorte d'organisation par étage. Et jusque-là, on a une certaine impression de solidité et de densité. Et dès que je pénètre plus profondément que les molécules, tout d'un coup, je fais irruption dans un autre univers, puisque les atomes peuvent se présenter sous deux formes. Ils peuvent être des particules. Une particule est solidifiée à un endroit particulier. Ou un atome peut se présenter sous une forme d'onde. Et alors l'atome est de la pure énergie. Et donc ce que notre expérience nous dit, qui est confirmé par la science, c'est que quand nous revenons très profondément à l'intérieur de notre corps et à l'intérieur de notre souffle, la matière qui semblait si solide et si dense devient un tissu de vibration. Peut-être que vous l'avez senti dans les kriyas ce matin. C'est simplement que vous avez changé de plan et que vous êtes en train de vivre la matière dans une autre strate. Cela signifie qu'en fait tout est vibratoire, tout est vibration. Il y a un peu plus de 200 ans, un monsieur qui s'appelait Chladni a montré ça de façon extrêmement éloquente. Il avait construit un objet qui lui permettait de montrer l'influence du son sur la matière. Et on peut encore réaliser cette expérience aujourd'hui très facilement avec une sorte de plaque de métal sur laquelle on met une poudre très fine ou du sable très fin. Et avec un archet, on fait sonner la plaque. Et la plaque entre en vibration. Et cette vibration crée des formes. Ces formes sont toujours géométriques. Quand le son est très grave, les formes géométriques sont très simples. Et plus le son monte, plus il devient aigu, plus les formes géométriques se complexifient. Et ce qui est encore plus troublant, c'est de s'apercevoir que nous trouvons dans la nature des répliques quasiment exactes de ce que nous pouvons voir sur la plaque de métal qui vibre. Par exemple, il y a une fréquence particulière où l'on retrouve exactement la forme des dessins de la carapace d'une tortue. Il y a une autre fréquence où on retrouve des petits cercles. C'est exactement la robe d'un léopard.
donc on s'aperçoit que cette idée que le son est créateur n'est pas juste symbolique. C'est peut-être beaucoup plus réaliste, pragmatique que ça en a l'air. Quand on dit au commencement était le verbe, au commencement était le logos. La vibration du son réellement influence la matière. Ou plus exactement, elle donne forme à la matière. Le XXIe siècle est cette époque incroyable où on essaye de plus en plus de faire des expériences pour mieux comprendre le lien entre l'esprit et la matière, entre l'énergie et la matière. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Et nous, dans nos pratiques, nous allons y répondre de façon expérimentale. Mais la science d'aujourd'hui nous donne des indications précieuses. Et probablement que vous avez déjà entendu parler d'un monsieur japonais qui s'appelle Masaru Emoto. Mais je le répète ici parce que c'est important avec notre thème de la vibration de nous en souvenir. Ce monsieur Emoto a montré que lorsqu'on émet une intention, à côté d'un bocal ou d'un verre où se trouve de l'eau, nous modifions la structure de l'eau. Il a montré ça ensuite en prenant une goutte de ce bocal et en la cristallisant. Et lorsque on émet des pensées nobles, des sentiments nobles, tels que la gratitude ou l'affection, ça crée des cristaux comme des flocons de neige, si vous voulez, cristallisés, qui sont d'une grande perfection. Et lorsque nous émettons des pensées de haine, de destructivité, de honte ou de culpabilité, il n'y a pas de cristal, il y a juste des formes chaotiques. Il a essayé de faire la même chose avec de la musique, ce qui nous permet de voir des représentations d'une musique de Beethoven ou de Mozart ou d'autres choses et de voir le résultat. Et en tout cas, les musiques qui élèvent l'âme ont un impact, elles aussi, sur l'eau, et elles structurent l'eau. Et donc, il semble que tout ce qui est vibratoire travaille beaucoup avec ces formes géométriques, comme si ces formes géométriques étaient une sorte de langage énergétique qui sert à structurer la matière. Et donc, plus c'est structuré, plus c'est vivant. Et plus c'est connecté, finalement. Ici, on va encore un pas plus loin pour essayer de comprendre comment le son et donc tout ce qui est vibratoire, donc les intentions également, impactent notre biologie. Il y a encore des études supplémentaires qui ont été faites. Un certain docteur Glenn Ryan, qui a créé un laboratoire de recherche quantique qui se trouve à New York, et lui s'est intéressé à la capacité de l'ADN à absorber la lumière, d'une part. Et il a comparé plusieurs types de musique et il en a conclu qu'il y a deux types de musique particulièrement qui permettent à l'ADN d'absorber la lumière. C'est le chant grégorien et c'est le chant sanskrit. Le chant sanskrit encore quelques pourcents en plus. Donc quand nous chantons des mantras sanskrits, il y a une puissance vibratoire qui fait que les cellules de notre corps peuvent absorber la lumière davantage. Il a montré aussi que, avec le chant grégorien et le chant quantique, l'ADN commençait à se dérouler.
quand un ADN commence à s'ouvrir, ça signifie qu'il est prêt pour des nouvelles informations. Quand on fait un chemin de transformation, qu'on veut en quelque sorte se reprogrammer avec des valeurs qui nous correspondent plus, on veut se libérer de nos vieux schémas limitants, il va se passer quelque chose qui est de l'ordre de l'épigénétique, ça s'appelle, c'est donc ce qui est au-delà des gènes, tout ce que nous émettons qui est de nouveau de la vibration, nos pensées, nos émotions, vont avoir un impact sur cet ADN et du coup transformer même nos cellules. Et donc certaines musiques sacrées arrivent à commencer à dérouler les brins d'ADN. Ce qui signifie que l'ADN se prépare à recevoir des nouvelles informations. Incroyable. C'est merveilleux. Donc quand nous chantons avec vraiment cette intention sacrée, parce que Glenn Ryan a montré que il y a, avec d'autres musiques, il y a aussi des légères modifications, mais ce qui est le plus fort, c'est le chant sacré. Donc quand on pratique ce type de chant, toute notre biologie, en quelque sorte, se prépare à accueillir davantage de vitalité, davantage de lumière, se prépare aussi à recevoir d'éventuelles nouvelles informations sur vers quoi nous allons réellement dans la vie, qu'est-ce qui compte pour nous. Donc c'est comme si le son était une clé. Et la science nous montre qu'effectivement, il y a des portes qui s'ouvrent. C'est important de le savoir et de pouvoir l'utiliser ensuite à bon escient. Donc tout est vibratoire, tout émet des champs électromagnétiques. Et ces champs électromagnétiques peuvent être compris en tant que son. Et en plus, dans cet univers, tout chante. Vous avez entendu le chant des grillons hier soir, ralenti de telle façon que leur cœur devienne audible à nos oreilles humaines. Et il paraît que ça a été fait aussi avec des brins d'herbe, avec des micros extrêmement fins, et qu'on découvre que les brins d'herbe, eux aussi, émettent des chants. Les planètes émettent des sons, elles aussi. Donc le son est une sorte de langage universel et tout est entendu partout. Même quand on ne s'en rend pas compte, toutes les vibrations que nous émettons sont captées par les animaux ou les végétaux autour de nous. Et nous captons aussi énormément d'informations. Même si ça ne vient pas à la conscience de notre cerveau, notre corps reçoit à chaque instant tout ce qui est émis par les autres êtres autour de nous en termes de vibrations. Donc vous voyez, nous sommes dans un monde où tout communique avec tout et ça communique de façon vibratoire. Et ça communique en permanence. Lors de la retraite précédente, j'ai parlé de cohérence cardiaque et de cohérence cérébrale. Maintenant, si je vous dis, là maintenant, changez votre vibration électromagnétique dans votre cœur, là, tout de suite. Peut-être que vous savez le faire, hein. Je ne voudrais pas vous sous-estimer. On peut apprendre à faire ça. Mais c'est comme si c'était un tout petit peu plus difficile quand même. Alors, le son, c'est le premier outil vibratoire que nous avons à notre disposition. La nature nous a donné ce merveilleux larynx qui nous permet d'émettre des sons.
Et cela nous initie au monde du vibratoire. Et ça peut se poursuivre ensuite en travaillant la vibration de façon mentale, en utilisant un support sonore ou visuel, ou en utilisant vraiment ces intentions nobles, ces sentiments élevés comme la gratitude, etc., qui sont également des vibrations. Donc on peut, à partir du son, vraiment élargir tout le champ d'expérience du vibratoire, mais c'est comme si le son, c'était notre première porte.